Donc, je vais quand même vous présenter Jean-Laurent Turbet. Finalement, on va un peu inverser l'ordre de notre conférence. Et ce sera Jean-Laurent Turbet qui aura l'honneur, le privilège insigne de commencer la conférence. Alors, bon, Jean-Laurent Turbet, est-ce qu'il faut encore le présenter dans la communauté maçonnique? Il est bien sûr franc-maçon de la Grande Loge de France. Il en est même un des conseillers fédéraux. Les conseillers fédéraux sont l'exécutif de la Grande Loge qui assiste le grand maître dans la direction de l'obédience. Mais il est extrêmement connu pour animer un des blogs maçonniques les plus fréquentés du paysage blogistique maçonnique. C'est jean-laurentturbet.net et ça s'appelle même, si je ne m'abuse, je vais essayer de trouver le sous-titre. Bah non, c'est le blog de Jean-Laurent Le Turbet. blog des spiritualités. Le blog des spiritualités, vous faites Jean-Laurent Turbet sur Google et vous ne pouvez pas le manquer. Mais aussi, il a d'autres talents parce qu'il a écrit un ouvrage, il a coécrit avec Philippe Benamou un ouvrage impertinent comme il en a l'habitude, qui s'appelle L'à peu près dictionnaire de la franc-maçonnerie à l'usage des ignorants, des pisse-froids et des nantis. Donc, si vous avez envie de sourire en maçonnerie, ben, n'hésitez pas à vous procurer cet ouvrage. Et donc, lui, il va évidemment, contrairement à ce que nous avions prévu, mais nous allons intervertir l'ordre des conférences, il va nous parler du complot judéo-maçonnique, ce fameux complot qui agite la complosphère depuis près de 2 siècles ou même un peu plus. Donc, Jean-Laurent, je te remercie et je te donne la parole et tu vas maintenant pouvoir t'exprimer en débloquant ton micro, qui n'est pas débloqué. Bonjour à toutes et à tous. Alors, évidemment, ce matin, euh, tout ce que je vais dire, je le dis évidemment en nom personnel, qui n'engage aucune loge, aucune obédience, rien du tout. Ce sont vraiment des propos personnels. Je tenais à le dire en préambule pour que ce soit bien clair. Je n'engage évidemment pas par exemple, la Grande Loge de France, une loge ou l'obédience. Mes propos sont strictement personnels. Alors, c'est vrai que je pensais intervenir après Christophe, qui aurait parlé du complot en général, j'allais dire. Euh, donc, ce qui me permettait de faire un focus sur le complot judéo-maçonnique. Mais donc, on fait comme, je regarde l'heure pour ne pas être trop long, euh, on fait comme on peut et on s'adapte. Alors, c'est vrai que tout commence à peu près en 1738, lorsque le pape Clément XII fulmine la bulle In Eminenti Apostolatus Specula. En 1738, donc à peine 10 ans, un peu plus de 10 ans après la création de la Grande Loge de Londres et de Westminster, où il est dit, là pour parler de complot maçonnique, il parle des francs-maçons, ce genre d'hommes qui, tels des voleurs, percent la maison, tels des renards travaillent à démolir la vigne et pervertissent le cœur des simples. Le pape dit, nous avons conclu de condamner et d'interdire ces dites sociétés, nous les condamnons par notre présente constitution, valable à perpétuité, nous ordonnons aux fidèles de Jésus-Christ de se tenir à l'écart sous peine d'excommunication. Alors, pourquoi est-ce que le pape fulmine à ce point contre la franc-maçonnerie? Ben déjà parce que c'est selon lui une création protestante. Hein. N'oublions pas que la franc-maçonnerie moderne est née en Angleterre sous la houlette de deux pasteurs, l'un anglican, Jean-Théophile des Aguiliers, fils de pasteur huguenot, et James Anderson, pasteur presbytérien, c'est-à-dire calviniste écossais, puisque l'Écosse est passée à la réforme du temps de John Knox. Alors, les bulles papales vont se suivre et se ressembler toutes. Alors, je ne vais pas tout vous les citer, hein, parce qu'il faut quand même aller un petit peu vite. Providence de Benoît XIV en 1751, Gravioral de Léon XII, Traditi de Pie VIII en 1829, Mirarivos de Grégoire XVI, et la plus connue, enfin une des plus connues, Humanum Genus de Léon XIII en 1884, qui dit notamment, hein, je cite une partie, nos prédécesseurs eurent bien vite reconnu cet ennemi capital au moment où, sortant des ténèbres
d'une conspiration occulte, il s'élançait à l'assaut en plein jour. Le but fondamental et l'esprit de la secte maçonnique avaient été mis en pleine lumière par la manifestation évidente de ses agissements, la connaissance de ses principes, l'exposition de ses règles, de ses rites et de leurs commentaires, auxquels plus d'une fois il s'était ajouté les témoignages de ses propres adeptes. En présence de ces faits, il était tout simple que ce siège apostolique dénonça publiquement la secte des francs-maçons comme une association criminelle non moins pernicieuse aux intérêts du christianisme qu'à ceux de la société civile. Il édicta donc contre elle les peines les plus graves dont l'Église a coutume de frapper les coupables et interdit de s'y affilier. Voilà pour la position. Le canon 2335 du droit canonique du 20 mai 1917 stipule que les catholiques affiliés à la franc-maçonnerie ou d'autres associations du même genre, intriguant contre l'Église, sont de facto excommuniés. Le nouveau code de droit canonique publié le 23 janvier 1983 euh, comment dire, a supprimé le canon 2335 par un canon 1374 qui s'inscrit à une association qui conspire, toujours à l'idée de conspiration, de complot, une association qui conspire contre l'Église sera punie d'une juste peine, mais celui qui joue un rôle actif ou qui la dirige sera puni d'interdit. Alors, il n'est plus question spécifiquement dans le canon 1374 de la franc-maçonnerie, comme dans le canon 2335, mais simplement d'une association qui conspire contre l'Église. Alors, euh, certains frères, à bon droit d'ailleurs, ont pu dire, mais il y a certaines loges ou obédiences maçonniques qui ne conspirent pas contre l'Église. On pourra, par exemple, excommunier des frères de la Grande Loge de France, de la Grande Loge nationale. Donc, j'en étais à ce canon 1374 qui remplace le canon 2335. Et donc, un certain nombre de frères ont dit à juste droit, à bon droit, de dire, mais nous, on ne complote pas contre l'Église, donc pourquoi est-ce que vous continuez à nous condamner? Alors, c'est vrai qu'il est marqué association qui conspire contre l'Église. Mais quelles sont ces associations? Ce n'est pas spécifié dans le texte. Mais malheureusement, ce n'est pas les francs-maçons qui décident de qui, pour l'Église catholique, qui sont ceux qui complotent contre l'Église. Et c'est pour ça que ce canon a été pris en janvier 1983, pardon. C'est pourquoi le 25 novembre 1983, la Sacrée Congrégation, pardon, pour la doctrine de la foi, qui est présidée par le cardinal Ratzinger et qui sera publie une déclaration sur l'incompatibilité entre l'appartenance à l'Église et à la franc-maçonnerie, qui sera signée par le pape Jean-Paul II, hein, rédigée par Ratzinger. Donc, on dit les associations qui complotent ou qui conspirent, ou qui sont contre l'Église, quelles sont ces associations? Alors, voici ce que dit la Sacrée Congrégation pour la doctrine de la foi. Elle dit, on a demandé si le jugement de l'Église sur les associations maçonniques était changé, étant donné que dans le nouveau code de droit canonique, il n'en est pas fait mention expresse comme dans le code antérieur. Alors, il nous dit que c'est inclus dans des catégories plus larges. Le jugement négatif de l'Église sur les associations maçonniques demeure donc inchangé parce que leurs principes ont toujours été considérés comme inconciliables avec la doctrine de l'Église et l'inscription à ces associations reste interdite par l'Église. Les fidèles qui appartiennent aux associations maçonniques sont en état de péché grave et ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Les autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour se prononcer sur la nature des associations maçonniques. C'est-à-dire que vous savez bien qu'il y avait un certain nombre d'évêques, peu nombreux, mais enfin, il y avait Monseigneur Thomas à Versailles, il y en avait d'autres qui disaient que les frères d'un certain nombre d'obédiences ne luttaient pas ou ne conspiraient pas contre l'Église. Mais donc, ces autorités ecclésiastiques locales n'ont pas compétence pour se prononcer, et donc, la franc-maçonnerie reste bien condamnée, état de péché grave, et ils ne peuvent accéder à la Sainte Communion. Donc, je ne sais pas trop ce que la différence entre être excommunié et ne pas pouvoir accéder à la Sainte Communion, mais des exégètes pourront nous l'expliquer très certainement. Le pape François, hein, en bon jésuite, s'il apparaît bien plus libéral que ses prédécesseurs sur beaucoup d'autres sujets, s'est toujours montré très hostile à la franc-maçonnerie,
Alors, un exemple parmi d'autres que j'ai trouvé, il évoque dans son retour en 2013 déjà des JMJ qu'il ramenait de Rio de Janeiro au Vatican, où il dénonce, je cite le pape François, les lobbies de la cupidité, les lobbies politiques, les lobbies maçonniques qui faisaient pression pour infiltrer l'Église. Alors, voici la position, mais il faut savoir que les bulles papales ne prendront force de loi en France qu'avec le concordat napoléonien de 1804, et malgré tout, bon, c'était pas trop appliqué sur le royaume de France. Ça va se compliquer et on va parler vraiment de complot maçonnique avec la Révolution française, qui pourtant, la Révolution française a failli faire disparaître la franc-maçonnerie, mais il n'en reste pas moins que deux abbés, principalement, vont créer le mythe du complot maçonnique pour lutter contre le trône et l'autel et avoir été à l'origine de la Révolution française. Le premier abbé que l'on connaît moins, c'est l'abbé Jean-François Lefranc, qui va en 1791 publier un ouvrage qui s'appelle Le voile levé pour les curieux, ou Le secret de la Révolution révélé, où il va mettre en avant pour la première fois le rôle de la franc-maçonnerie dans le déclenchement et la poursuite de la Révolution française. Et puis, alors, il va mourir, lui, lors des massacres de septembre. Il sera sorti de sa prison et exécuté par le peuple au mois de septembre 1792. Donc, on en parle moins parce que il est mort relativement tôt. Et le plus connu, c'est l'abbé Augustin Barruel, qui est évidemment un jésuite, et qui va, entre 1793 et 1803, publier en 5 volumes, je crois, ses mémoires pour servir à l'histoire du jacobinisme, où là, lui aussi reprend la thèse du complot maçonnique qui a préparé et déclenché la Révolution. Et il va mettre en avant, et ça c'est quelque chose qui va être comment dire, important par la suite et jusqu'à aujourd'hui, il va mettre en avant le rôle d'une secte, il appelle une secte, qui s'appelle les Illuminés de Bavière. Alors c'est un mouvement qui a bien existé, parce que dans les rumeurs, il y a toujours quelque chose de vrai. Ces fameux illuminés de Bavière sont bien connus et je vous suggère, ou je vous conseille la lecture du livre de Pierre-Yves Beaurepaire paru l'année dernière, Les Illuminati de la société secrète aux théories du complot. Donc, ces illuminés de Bavière qui avaient été fondés en mai 1776 par un professeur de droit canonique de l'université d'Ingolstadt en Bavière, qui est un État catholique allemand, et qui s'appelait Adam Weishaupt. Et il va créer cette société qui va se construire un peu comme une loge maçonnique. Beaucoup de maçons sincères, dont Goethe, vont adhérer à ce mouvement. On les a d'abord appelés le cercle des perfectibilistes. Alors, je l'ai en allemand le nom, mais je ne sais pas le prononcer. Ou et après, les Illuminatenorden, ça j'ai à peu près compris, c'est-à-dire l'ordre des illuminés. Alors, c'est une société qui promeut la liberté, l'égalité, la fraternité et la lutte contre l'alliance d'un prince tyrannique et de l'Église catholique, apostolique et romaine, très conservatrice et rétrograde. Rapidement, l'électeur de Bavière, Charles Théodose, pardon, bannit donc dès 1784 les sociétés secrètes, les Illuminati et toutes les obédiences maçonniques. Et selon l'abbé Barruel, la théorie qu'il développe, c'est que via le canal de Mirabeau, qui aurait été à la fois membre des Illuminati et franc-maçon notoire, eh bien, les Illuminés de Bavière ont constitué un cercle occulte qui a préparé la Révolution dans les loges maçonniques. Alors, tout le monde sait depuis très longtemps que c'est un vrai mythe, ce mythe de, comment dire, de la révolution préparée dans les loges maçonniques. Quand on regarde, il suffit de regarder, par exemple, le Conseil de l'Ordre du Grand Orient de France. Avant la Révolution, c'est l'armorial de France. Ils sont tous cousins, neveux, parents du roi. Même Marie-Antoinette, quand sa mère lui demande
Est-ce que vous craignez les francs-maçons? Elle dit pourquoi les craindre, tout le monde en est, y compris dans les appartements privés du roi, il y a des loges maçonniques à Versailles. Et par exemple, la meilleure amie de Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe, est la grande maîtresse de ce qu'on appelait les loges d'adoption, c'est-à-dire les loges féminines ou mixtes qu'il y avait alors. Donc, et en plus, la franc-maçonnerie a failli disparaître corps et biens euh, durant la Révolution. Et c'est très péniblement que la franc-maçonnerie reprend force et vigueur dans les années 1795-1799, et sous l'Empire, parce que je vais aller vite, parce que c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, et sous l'Empire, elle sera tout à fait florissante. Tout à fait florissante, ce qui explique d'ailleurs que beaucoup de maçons seront pourchassés lors de la Terreur blanche de 1815 qui suit l'abdication de Napoléon Ier après Waterloo, qui feront plusieurs milliers de victimes, notamment dans le sud de la France, hein, dans le Midi, où des bonapartistes, des révolutionnaires et surtout des protestants aussi dans le Midi. Il y aura un paquet commun entre les révolutionnaires, les bonapartistes et les protestants qui seront pourchassés par la populace et par également tout un tas de nobles qui reviennent au pouvoir. Et d'ailleurs, il y avait des sociétés secrètes royalistes, hein, comme par exemple les Chevaliers de la Foi, qui avaient été créés dès 1810 pour préparer en France le retour de la monarchie. Alors, j'aurais parlé maintenant d'un d'un autre mouvement qui a eu son importance et qui, là, pour le coup, parfois, a comploté pour renverser un certain nombre de régimes en place. C'est ce qu'on a appelé le carbonarisme. Ce sont des sociétés secrètes issues pardon, de la maçonnerie du bois. Hein, on se souvient aussi de la figure de l'italien Philippe Buonarroti. Lui aussi, on peut dire qu'il a été l'héritier de l'illuminisme émancipateur, c'est-à-dire celui qui se revendique des Lumières, hein, des Lumières de Voltaire, de Diderot, de Rousseau, etc. Euh, de ce christianisme ésotérique du XVIIIe siècle, avec des sources rosicruciennes que l'on connaît mal et qu'on devrait redécouvrir. Et il a été, ce Buonarroti, l'âme avec brio d'insurrection en France et en Italie et dans la future Belgique, ainsi qu'en Pologne. Il a été franc-maçon, membre de la loge maçonnique genevoise Les Amis Sincères en 1808, et il participe à la fondation de la loge Les Sublimes Maîtres Parfaits, dans laquelle il réunit sa garde rapprochée de révolutionnaires. Et c'est à Paris, après 1830, qu'il fonde plusieurs loges maçonniques et devient un membre actif de la Charbonnerie. La plupart d'ailleurs des Carbonaro, enfin, des Carbonari, on dit, je crois, des membres de la Charbonnerie sont francs-maçons. Et ils sont d'ailleurs à l'origine de la première grande vague d'agitation contre l'ordre établi en 1815 dont je vais vous parler, hein, la Terreur blanche, et le retour des Bourbons, et surtout avec Charles X, hein, après Louis XVIII. Et c'est la revendication d'un système beaucoup plus libéral et parfois de l'émancipation, hein, dans certains pays comme l'Italie. Et l'inquiétude, hein, du pouvoir vis-à-vis du volontariste transparaît dans plusieurs passages, par exemple, du roman de Stendhal, Lucien Leven, si vous l'avez lu, il parle des Carbonari. Un des moments les plus connus de cette agitation carbonariste est l'exécution des 4 sergents de La Rochelle, hein, qui sont bonapartistes, républicains et, euh, et révolutionnaires, qui en 1822 ont voulu mener une insurrection républicaine et qui s'est soldée par un échec, puisqu'ils ont été arrêtés et exécutés. Mais là, pour le coup, il s'agissait d'un vrai complot, puisqu'ils voulaient renverser, comment dire, renverser la monarchie. On dit même que Napoléon III, c'est assez controversé, mais aurait été Carbonaro pendant sa jeunesse.
On va quitter la France une seconde. On va quitter la France une seconde pour aller aux États-Unis en 1826 avec l'affaire Morgan qui va défrayer la chronique, puisque là, il y aurait eu un complot des francs-maçons pour, euh, pour préserver des maçons qui auraient exécuté un certain Morgan, qui aurait été un franc-maçon repenti et qui était sur le point de révéler un certain nombre de secrets. Et donc, des francs-maçons ont d'ailleurs même été condamnés après pour le meurtre de ce Morgan, qu'on ne retrouvera jamais, on ne retrouvera jamais le corps de Morgan. Et s'ensuit une immense vague d'antimaçonnisme aux États-Unis. La franc-maçonnerie va perdre 90% de ses membres. La Grande Loge, par exemple, de New York passe de 500 à 60 loges, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée en moins de 10 ans. Et il va même y avoir un parti antimaçonnique parti aux États-Unis qui va avoir des candidats et c'est lui qui, le parti antimaçonnique, c'est lui qui va être à l'origine de la création des primaires, puisque c'est le premier parti qui va faire des primaires pour désigner ses candidats à l'élection présidentielle. La plupart, après, quand il va se dissoudre, ce parti antimaçonnique vont rejoindre le parti républicain. Alors, il va y avoir un renouveau du complot euh, maçonnique, on ne parle pas encore du judéo-maçonnique, mais on y arrive, en 1848, parce que vous savez que lors des révolutions de 1830 et 1848, les francs-maçons ont quand même joué un rôle important, là, pour le coup, sans d'ailleurs beaucoup comploter, puisqu'ils le disent. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de complots, mais etc. Mais surtout à partir de 1848 et de la Révolution, un certain nombre d'historiens républicains vont reprendre à leur compte les élucubrations de l'abbé Barbel en disant mais c'est vrai, en 1789 déjà, c'est grâce à nous, francs-maçons, qu'il y a eu la révolution. Donc, comme il y a eu la révolution de 1830, de 1848, eh ben 1789, c'était déjà nous. Euh, et donc, les anti-maçons ont pu dire, bah, vous voyez, Barruel avait raison, puisque même les francs-maçons d'aujourd'hui reconnaissent qu'ils sont à l'origine de la révolution de 1789. Donc, c'est un peu grâce à nous, par une ardeur de néophyte, pourquoi, par une passion républicaine, ils ont dit, bah, c'est vrai ce que disait Barruel, c'est nous, les francs-maçons, qui sommes à l'origine de la révolution. Ce qui était faux, enfin bon, comme on l'a repris à notre compte, ça a été porté à notre discrédit. Il faut voir que dans ces années-là, après la Commune de Paris, la République avait été proclamée en 1870. Là, je vais vite aussi parce que j'ai très peu de temps. Après la Commune de Paris, beaucoup de francs-maçons et surtout de francs-maçons appartenant à la Grande Loge centrale de France, de rite écossais ancien accepté, donc du Suprême Conseil de France, ont été des francs-maçons, des communards actifs. Hein. Je pense à Vallès, à Eudre. Enfin bon, je ne vais pas tous les citer, le français qui Potier dédiera à l'international. La République naît en 70, mais avec le retour de l'ordre moral en 1875 et l'arrivée à la présidence de la République de Mahon, la République est en danger. On ne sait pas quand est-ce qu'il va y avoir un coup d'État militaire pour rétablir la monarchie, pour rétablir l'Empire. Bref, toutes ces années sont des années troubles et ça va commencer à se cristalliser autour d'un général euh, dans les années 1885-1889, qui s'appelle le général Boulanger, qui va créer une espèce de parti des mécontents, qui va rassembler euh, beaucoup de forces allant de l'extrême droite à l'extrême gauche, hein, des anciens communards, comme des monarchistes et des partisans des ligues factieuses, qui vont se cristalliser autour du général Boulanger. Ça va échouer parce que lors d'une manifestation, il va hésiter à marcher sur l'Élysée, il ne va pas le faire et donc, les Républicains vont reprendre le dessus sur Boulanger, qui va finir par s'exiler en Belgique de peur d'être arrêté, et qui va, comme vous le savez, mourir en se suicidant sur la tombe de sa maîtresse à Ixelles en Belgique. Et d'ailleurs, ce mot de Clémenceau pour définir le général Boulanger, vous savez que Clémenceau avait toujours beaucoup de verve et d'imagination. Apprenant le suicide de Boulanger, Clémenceau a dit: le général Boulanger est mort comme il a vécu, en sous-lieutenant.
Mais il n'empêche que voilà, le boulangisme avait recréé une vague très forte d'antimaçonnisme. Et ce qu'on va appeler, comment dire, le mythe du complot, là pour le coup, judéo-maçonnique, on va mêler les juifs aux francs-maçons, ça commençait déjà avec le boulangisme, mais surtout ça éclate durant l'affaire Dreyfus. Hein, l'affaire Dreyfus, ça dure quand même 12 ans, de 1894 à 1906, où, je vous la fais très courte, Alfred Dreyfus, officier d'état-major, est accusé et condamné en 1894 pour avoir euh, comment dire, donné des renseignements à l'ennemi, en l'occurrence à la Prusse, à l'Allemagne. En 1898, Zola publie son célèbre J'accuse, et il va falloir de multiples procès avant qu'en 1906, Dreyfus soit définitivement acquitté. Mais il va y avoir une cristallisation de toutes les ligues parmi les anti-Dreyfusards, de toutes les ligues factieuses d'extrême droite, avec en tête la Ligue des Patriotes hein, de Déroulède, qui vont prendre parti pour l'armée contre les Juifs et contre les francs-maçons. Par exemple, un extrémiste hein, comme Jules Guérin, qui a été fondateur du journal L'Anti-Juif, vous voyez, voilà, va être en 1897 le fondateur de la Ligue antimaçonnique et antisémite, voilà, les deux comme ça se rejoignent, qui s'appelle le Grand Occident de France, qui est elle-même issue de la Ligue antisémitique de France qui avait été fondée en 1896, donc l'année d'avant. Elle est particulièrement active, hein, cette ligue, ce Grand Occident de France, lors de l'affaire Dreyfus. Guérin est financé par le duc d'Orléans, et il s'associe pour fonder ce Grand Occident de France à Édouard Drummond, qu'on connaît bien pour être l'auteur de La France juive en 1886 et le créateur du journal La Libre Parole en 1888. Cette histoire du Grand Occident de France se terminera, vous savez, par l'épisode du Fort Chabrol, quand Jules Guérin, de crainte d'être arrêté, se réfugie dans les locaux du Grand Occident de France, rue Chabrol à Paris, qui va être pendant plusieurs jours assiégé par les forces de police. Voilà, il finira par se rendre de façon épique après plusieurs jours de siège du Grand Occident de France, rue Chabrol. Par exemple, un collaborateur de la Libre Parole de Drummond, et puis qui sera d'abord celle de Drummond, puis celle de Coston, hein, qui sera un collaborateur zélé, euh, Lucien Pemjean, qui va diriger ainsi entre 34 et 39 un mensuel qui s'appelle Le Grand Occident, organe de propagande et d'action contre la judéo-maçonnerie. Ce journal auquel collabore un ancien membre du Grand Occident de France de Guérin qui s'appelle Albert Monod. Et c'est assez symptomatique puisque le numéro 15 de du Grand Occident, organe de propagande et d'action contre la judéo-maçonnerie, le numéro du 15 avril 1939, prémonitoire, titre et s'intitule Pétain au pouvoir. Voilà, ça va arriver vite. On va en parler tout de suite, mais un petit éclairage vers quelqu'un qui va être, j'allais dire, le roi du complot judéo-maçonnique à la fin du 19e siècle, qui est Léo Taxil, qui s'appelle de son vrai nom Gabriel Jogan-Pagès, qui va être tout d'abord un, un pamphlétaire anticlérical. C'est lui d'ailleurs qui va créer la Marseillaise anticléricale, vous savez, avec son célèbre refrain Votons, votons, et que nos voix dispersent les corbeaux. Voilà. Donc la Marseillaise anticléricale, c'est Léo Taxil. Et tout d'un coup, en 1886, alors qu'il est excommunié, il annonce qu'il a eu la révélation et il annonce sa conversion. Il va même faire un pèlerinage à Rome où il reçoit l'absolution de Léon XIII. Et il commence alors une campagne, euh, comment dire, forte, excessivement forte contre les francs-maçons. Euh, euh, il a été lui-même franc-maçon brièvement dans une loge qui s'appelait le Temple des Amis de l'Honneur français. Il n'a pas dépassé le premier degré.
Et de 1885 à 1886 à 1895, donc toujours dans la même époque, il publie seul ou avec le docteur Bataille une quinzaine d'ouvrages antimaçonniques, dont je cite un parti, le Diable au XIXe siècle, un ouvrage qui dresse l'état de l'occultisme et qui accuse les loges d'adorer le démon, évidemment, d'adorer le diable, et il dénonce une vaste conspiration maçonnique mondiale, alliée évidemment toujours aux juifs, qui fait grand bruit, alors qu'il dit même, et ça marche, hein, il y a des gogos qui le croient vraiment à l'époque, il dit que le diable vient en loge lui-même sous forme d'un crocodile qui joue du piano. Bah, je crois que plus c'est gros, plus ça marche. Euh, En tous les cas, il est cru et ses ouvrages connaissent un succès extraordinaire, au point d'ailleurs qu'un un congrès antimaçonnique se déroule en septembre 1896 à Trente, voilà, et sur les bases des élucubrations de, euh, de, de, de Léo Taxil. Alors, dans une célèbre conférence qui se tient le 19 avril 1897, il dit que tout ça était une grande supercherie, qu'il n'y a pas de grande prêtresse du Palladium international qui s'appelle Diana Vaughan, que tout était des élucubrations. Et donc, ça fait grand bruit, hein, mais beaucoup vont continuer à croire en disant que non, non, il a été forcé sous la pression des juifs et des francs-maçons de se renier, mais tout ce qu'il avait dit était vrai, donc on continue, malgré les dénégations de Taxil, de continuer à croire que ce qu'il raconte est vrai. Et aussi, pour vous donner un ordre d'idée de ce qui se passe, quelqu'un comme Léon Meurin, hein, qui est l'évêque de Port-Louis, va, dans ces mêmes années, en 1893, publier un ouvrage qui connaîtra un immense succès et qui s'appelle La franc-maçonnerie, synagogue de Satan. Alors, vous voyez que tout est réuni, la franc-maçonnerie, la synagogue et Satan, les francs-maçons, les juifs, le diable, voilà, tout est là. Un autre grand épisode, un autre grand moment, j'essaye d'aller vite, hein, du complot judéo-maçonnique vient d'une affaire qui s'appelle l'affaire des fiches. Alors, qu'est-ce que c'est que l'affaire des fiches? Vous avez vu le contexte de l'affaire Dreyfus, d'une république toujours menacée et d'officiers de l'armée qui sont pour l'essentiel et pour beaucoup des monarchistes et des bonapartistes. Donc le ministre de l'époque, en 1900, qui s'appelle le général André, qui lui n'est pas maçon, commence à faire à titre personnel des fiches sur les officiers pour promouvoir les républicains, euh, comment dire, contre les monarchistes et les réactionnaires. Et puis, sur les conseils de son chef de cabinet, il contacte le grand maître du Grand Orient de France de l'époque, Frédéric Desmond, pour élargir les recherches et de passer d'une recherche personnelle à une recherche collective sur les officiers républicains. Et donc, vous savez, vous savez, il va y avoir deux types de fiches. Un, Corinthe, pour les officiers républicains, il va appeler ça comme ça, la boîte où il y a les officiers républicains s'appelle Corinthe, et l'autre s'appelle Carthage, où il y a les officiers réactionnaires, et monarchistes et bonapartistes, parce que, vous savez, la célèbre expression d'Hélène Carthago, il faut détruire Carthage. Donc, voilà. Et, et pendant, euh, et pendant 4 ans, alors il y aura des fuites, il commence à y avoir des soupçons, mais les loges du Grand Orient, enfin les frères des membres des loges du Grand Orient, dans les villes de garnison, va dire euh, ce lieutenant-là, il va à l'église, il est clérical, l'autre non, il est bien républicain, etc. Enfin, donc vont envoyer à l'obédience des mots sur les officiers qui sont dans les villes de garnison. Le Grand Orient centralise et transfère les renseignements au général André via son chef de cabinet pour qu'il puisse promouvoir les officiers républicains. Jusqu'à, évidemment, il commence à y avoir des fuites, et puis il y a une vraie traîtrise par un traître qui s'appelle Jean-Baptiste Bidegain. Vous savez, les traîtres ou les salopards ont toujours des noms bizarres. Bidegain, parce qu'en effet, il va, dit-il, euh, dénoncer ça par pur esprit en disant c'est mal ce qu'on fait et je veux faire le bien. Bon, il a été aussi attiré par un certain appât du gain, puisque ses informations ont été récompensées par monnaie sonnante et trébuchante, et ce bid de gain
Non, je disais ça parce que, par exemple, celui qui a tué Robespierre s'appelait le soldat Merda, et celui qui tue Jean Jaurès s'appelle Vilain. Vous voyez, tous les salopards ont toujours des noms, euh, des noms affreux. Voilà. Et donc, ce Bidguin, qui pourtant avait été initié dans une loge de la Grande Loge symbolique écossaise, Travail et vrais amis fidèles, qui est la loge de Wirth, va ensuite passer au Grand Orient, et il est l'adjoint de Narcisse Amédée Vadkar, qui est le secrétaire général du Grand Orient. Donc, c'est lui qui récupère les fiches. Et Biguin va prendre quelques fiches et les donner à Jean de Guyot de Varenne, membre évidemment de la Ligue de la patrie française, anti-Dreyfusard et député monarchiste. Et Guyot de Villeneuve en parle à l'Assemblée nationale, produit des fiches, Le Figaro produit des exemplaires de fiches, et c'est un scandale d'État qui va entraîner la démission du général André et la chute du ministère Combes. Hein. C'est pas Combes qui commence à faire la loi de 1905, qui deviendra la loi de 1905 sur la séparation des églises et de l'État. Comme vous le savez, c'est pas Combes qui va la porter devant le Parlement, puisque Combes tombera sur l'affaire des fiches, et on va, comment dire, et puis la maçonnerie tirera les leçons de cette affaire des fiches en disant nous ne nous mêlerons plus de ce genre de choses, même pour la bonne cause. On ne se mêlera plus de s'allier au pouvoir politique, quel qu'il soit. La maçonnerie va faire de la maçonnerie, et la politique restera de la politique, mais enfin on va cesser ces liens, ou on va tenter de cesser ces liens entre la maçonnerie et la politique. Et tout de suite, on en vient évidemment au régime de Vichy, certains ont dit que Pétain serait devenu très anti-maçon après l'affaire des fiches, puisqu'il accuserait les maçons d'avoir été responsables de la lenteur de son avancement. Je ne suis pas sûr que c'est ça qui soit la lenteur de son avancement, plutôt son, son amour des filles et des femmes, sa légèreté et son incompétence, plutôt que l'affaire des fiches, mais ça, c'est une autre affaire. Il n'en reste pas moins que la priorité du gouvernement de Vichy, nouvellement installé en juin-juillet 40, une de ses premières mesures, hein, c'est la loi du 13 août 40, le pays est à plat, plus rien ne marche, on est occupé, et une des premières préoccupations du gouvernement de Vichy, c'est d'abolir les sociétés secrètes par la loi du 13 août 1940. N'oublions pas non plus que lorsque les Allemands sont entrés dans Paris, la première chose qu'ils ont faite, ils sont rentrés le soir à Paris, dès le lendemain matin, ils mettaient le scellé sur les obédiences maçonniques. Donc il y a une vraie, il y a une vraie appétence, une vraie haine sur contre les francs-maçons, contre les juifs et les francs-maçons, puisqu'on a vu que depuis l'affaire Dreyfus, on parle de complot judéo-maçonnique. Et ce sont les fils de Déroulède et de Drummond qui sont au pouvoir pendant l'occupation, soit à Vichy avec Pétain, soit à Paris avec les zélés collaborateurs. Pétain dira d'ailleurs que un juif, je cite Pétain, un juif n'est jamais responsable de ses origines, un franc-maçon l'est toujours de ses choix, et Pétain poursuivra de sa vindicte et de sa haine les francs-maçons jusqu'au bout. Alors évidemment, le thème du complot judéo-maçonnique est au centre de cette politique répressive du régime de Vichy et de collaboration avec les nazis. Alors, ils ont la presse, la radio, les actualités, et même le cinéma. Je ne peux pas vous donner le nombre de revues, d'articles contre les francs-maçons et les juifs qui sont publiés. C'est quotidien pendant l'occupation. Un focus sur le film Forces occultes, hein, qui est un film réalisé par Paul Rich sous le pseudonyme de Jean Mamy, et écrit par Jean-Marc Rivière, et qui sort le 9 mars 1943 à Paris. On y voit un jeune parlementaire qui entre au Grand Orient avant de s'apercevoir évidemment que les francs-maçons complotent avec les juifs, hein, les francs-maçons et les juifs, et avec les anglo-américains, parce que là on est en 43, donc les, les, les francs-maçons, les juifs et les démocraties occidentales. Donc ils complotent pour entraîner la France à déclarer la guerre à l'Allemagne.
Marquès Rivière, lui, est un ancien membre de la loge Théba de la Grande Loge de France. Il est le co-directeur du service des sociétés secrètes, hein, qui pourchasse les maçons, avec Henri Coston notamment. Il est le co-rédacteur en chef de la revue des documents maçonniques qui va publier pendant la guerre plusieurs dizaines d'exemplaires de documents maçonniques qui prouvent la collusion entre les francs-maçons, les juifs, pour comploter contre la France éternelle catholique et de droite. Il est le co-organisateur de l'exposition La franc-maçonnerie fossoyeur de la paix, qui aura lieu à Paris à l'été 1941 et qui va connaître un grand succès avant de circuler dans toute la France. Et ce même Marquès Rivière, après avoir fait la franc-maçonnerie fossoyeuse de la paix à l'été 40, va organiser dès septembre, pardon, à l'été 41, va organiser dès septembre 41, donc à la suite de l'exposition contre la franc-maçonnerie, il va organiser l'exposition Le Juif et la France, qui va se dérouler de septembre 41 à janvier 42 à Paris, et qui, elle aussi, va connaître un immense succès. Cette exposition donc, contre la franc-maçonnerie, puis contre les Juifs. Marquès Rivière est condamné à mort en 46 et en 49, 2 fois, mais bon, comme il va trouver refuge dans l'Espagne franquiste, il va mourir dans son lit à Lyon en 2000. Fort heureusement, Jean Mamy, lui, le réalisateur, qui était l'ancien vénérable maître de la loge Renan du Grand Orient de France avant-guerre, qui va reconnaître lors de son procès avoir collaboré activement avec la Gestapo. C'est d'ailleurs le dernier. Il est fusillé le 29 mars 1949. Je crois que c'est l'un des derniers fusillés de l'épuration au fort de Montrouge à Arcueil, et il a bien eu ce qu'il méritait. Alors aujourd'hui, on a vu ressurgir, après une trentaine d'années comment dire, de calme limité, on a vu ressurgir, avec l'arrivée d'Internet, eh bien, euh, toute une foule de sites internet sur les Illuminati, le complot mondial, évidemment organisé par les francs-maçons et les juifs. Alors on va nous ressortir le protocole des sages de Sion qui avait été écrit au début du XXe siècle par des espions tsaristes pour, là encore, stigmatiser le complot judéo-maçonnique, puisque c'est à l'occasion d'une réunion maçonnique que les sages de Sion, donc la tête de la franc-maçonnerie, donc la tête juive, va créer un complot contre la Russie, contre l'Europe, contre la chrétienté, etc. Et ce protocole des sages de Sion, dont on sait que c'est un faux éhonté, a aujourd'hui retrouve pleine édition dans les pays arabo-musulmans, où c'est un livre qui est largement diffusé. Alors, on voit ça dans beaucoup de sites qu'on appelle évidemment les sites complotistes, et ça, Christophe vous en parlera mieux que moi, qui pullulent autour contre le nouvel ordre mondial, contre les Bilderberg, etc. Les sites anti-Illuminati, alors il faut le dire, les Illuminati, ça n'existe pas, hein, mais bon, beaucoup de sites sont contre les Illuminati, dénoncent le complot judéo-maçonnique avec une tête. Vous savez, il y a toujours des supérieurs inconnus. C'est aussi le mythe des supérieurs inconnus. C'est-à-dire qu'on dit il y a un complot judéo-maçonnique. Alors quand on est franc-maçon, on nous dit oui, mais tu es quel grade? Alors, fait apprenti, compagnon, maître. Ah oui, mais t'es maître, mais il y a des grades supérieurs. Et quand on est au 33e degré, on nous dit oui, oui, mais t'as beau être au 33e degré, il y a des supérieurs inconnus au-dessus de toi que tu ne connais pas, mais que moi je connais, parce qu'évidemment, le complotiste connaît mieux que tout le monde, et il sait qu'il y a au-dessus de la franc-maçonnerie des supérieurs inconnus qui tirent les ficelles des loges maçonniques, et bien entendu, ça au service du capitalisme cosmopolite et apatride qui est symbolisé par les juifs. Et d'ailleurs, les juifs et les francs-maçons sont accusés à la fois d'être au service des puissants et des riches, et dans les
pays euh, et dans les dictatures d'être au service des communistes. Hein. Ils auraient créé le communisme pour abattre l'ordre établi. Et dans les pays communistes, ils sont les valets de l'impérialisme. Voilà, donc les francs-maçons sont toujours les ennemis à la fois des dictateurs, qu'ils soient de gauche ou de droite. On a vu aussi pulluler beaucoup de sites dans la mouvance de Soral, égalité et réconciliation, à la fois antisémite et anti-maçon. Alors, je pourrais vous en citer, Christophe vous en parlera de ça bien mieux que moi, parce que je pensais qu'il en parlerait avant. Donc, voilà, je n'ai pas développé parce que Christophe vous en parlera. Je rappelle quand même une fatwa qui a été prise le 15 juillet 1978 à la Mecque et qui visiblement est toujours en vigueur. J'en cite quelques passages pour bien vous faire voir toujours cette permanence et cette persévérance du complot judéo-maçonnique. Je cite: la franc-maçonnerie est une organisation secrète qui tantôt se cache et tantôt se dévoile suivant les circonstances de temps et de lieu. L'organisation a des objectifs politiques et elle est impliquée de façon visible ou invisible dans la plupart des bouleversements politiques ou les coups d'État militaires. Cette organisation, dans son origine, sa structure et sa direction générale mondiale, est contrôlée par des juifs et a des activités sionistes. Enfin, elle apparaît clairement à l'Assemblée des oulémas de la Mecque en 78, qu'il existe une relation entre la franc-maçonnerie et le sionisme. En outre, cette organisation a aussi à contrôler les décisions d'un grand nombre des chefs d'État des pays arabes au sujet de l'affaire de la Palestine. Elle les empêche d'assumer leurs devoirs vis-à-vis de cette grande cause islamique dans l'intérêt des Juifs et du sionisme international. Sur la base de tout ce qui a été dit et sur d'autres faits concernant les activités de la franc-maçonnerie, son grand danger et ses objectifs vicieux, l'Assemblée de jurisprudence a déterminé que la franc-maçonnerie fait partie des organisations les plus dangereuses et les plus destructrices pour l'islam et les musulmans. D'autre part, celui qui adhère à cette organisation, tout en connaissant sa réalité et ses objectifs, est considéré comme mécréant et non pas comme musulman. Mes chers amis, mes chères sœurs, mes chers frères, la boucle est bouclée. Vous voyez bien que de l'abbé Baruel à aujourd'hui, le complot judéo-maçonnique a encore de beaux jours devant lui. C'est dit. Bien, bah écoutez, merci Jean-Laurent. Nous avons un vrai problème ce matin. Christophe n'arrive pas à faire fonctionner son Zoom. Et on a tout essayé. Il a essayé 3 ordinateurs. Enfin, je ne sais pas ce qui se passe parce que d'habitude, on n'a pas le moindre problème. Il Il y n'arrive. arrivait hier en plus. Bah oui, hier, j'ai testé, mais ce matin, il n'y arrive plus. Enfin, il a les mises à jour qui sont pas bonnes. Enfin, bref, c'est un désastre. Donc, je Bon, crains que nous passions de Christophe, et c'est dommage parce que j'avais vraiment l'impression que ce serait une émission passionnante, puisque vous savez que Christophe Bourserrier, c'est un garçon qui a eu plusieurs vies. Il a été comédien, et vous vous souvenez peut-être de l'adolescent amoureux transi de Daniel Delorme dans Un éléphant, ça trompe énormément. Mais c'est pas pour ça qu'il était là. C'est effectivement un journaliste qui était spécialisé, un journaliste, un essayiste qui est spécialisé dans les mouvements extrêmes, extrême droite, extrême gauche. Il y a eu de nombreuses émissions en radio et télévision où il s'est fait connaître surtout par sa qualité de conteur, parce que c'est un garçon qui sait vraiment raconter les histoires. Et il a fait, entre autres, une quinzaine d'émissions sur le complotisme qui ont été diffusées sur la chaîne Histoire. Et donc, c'est à ce titre qu'il était vraiment le sachant qu'il fallait pour traiter de ça. Donc, je crois que malheureusement, nous essaierons de trouver, comme nous le disons j'en chez suis nous, désolé. nous essaierons de trouver une parole substituée pour le remplacer. Et donc, c'est Jean-Laurent qui répondra aux questions de nos différents intervenants. Et donc, je pose une première question euh, qui n'est pas encore une question du fil, puisque nous avons un certain nombre de questions dans QR, mais le complotisme, est-ce qu'il n'y a pas une erreur à, à croire que rien n'est complotisme, comme il y aurait une erreur à croire que tout est complotisme? Est-ce qu'il existe des complots? De la même façon que le paranoïaque a parfois des ennemis, est-ce qu'il existe des complots qui sont réellement des complots, d'après toi? Ah, mais évidemment.
Le complot est aussi vieux que la politique, j'allais dire. César, c'est un complot pour l'éliminer. Par exemple, le 11 septembre, c'est un complot. Alors, c'est pas un complot comme le disent les complotistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire, ça serait, je sais pas quoi, Israël et les États-Unis qui eux-mêmes auraient piloté les avions, ou alors ça n'aurait jamais existé, etc. Mais le 11 septembre, c'est un complot. Ce que fait Ben Laden, c'est un complot. Il organise en secret des forces. Il organise, voilà, tout ce qui s'est fait en secret pour détruire l'automie, c'est un complot. Donc l'histoire est jalonnée de complots euh, qui ont toujours existé. Il ne faut pas dire qu'il n'y a jamais de complot. Bien sûr que si, il y a des complots. Euh, L'attentat du petit Clamart, c'est un complot. Les membres de l'OAS se réunissent en secret, ils montent une opération, ils attendent que le général de Gaulle passe, ils tirent. Bon, visiblement, ils ne sont pas doués pour le tir, parce qu'ils tirent une centaine de cartouches, ils ne l'atteignent pas. Mais enfin, c'est un complot. Toute l'histoire est jalonnée de complots. Maintenant, pourquoi on parle de complot judéo-maçonnique et de, et d'élucubration? Bah, c'est tout simplement parce qu'on est bien placé pour le savoir. Il n'y a pas d'organisation centralisée maçonnique ou judéo-maçonnique qui se réunit pour diriger le monde. Ça, c'est un fantasme. Donc voilà, le complot judéo-maçonnique est un fantasme, est une élucubration, une vue de l'esprit, tout ce que vous voulez. Mais dans l'histoire, il y a toujours eu, l'histoire est jalonnée de complots. Et, et d'ailleurs, souvent, c'est ce que je dis, le complot naît sur une histoire vraie. Il n'y a pas d'Illuminati aujourd'hui, comme il y a marqué sur tous les sites internet, cette main invisible qui dirige le monde. Mais il a bien existé une organisation qui s'appelait les Illuminés de Bavière, dont j'ai parlé, avec Weishaupt, et qui a essayé, en effet, en Bavière, de créer les bases d'un mouvement révolutionnaire, ou en tous les cas pour, 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 euh, pour défendre les principes issus des Lumières, de Rousseau, etc. Alors ça a existé, ça a existé 3 4 ans, ça a été dispersé, et c'est fini. Mais sur ces petits éléments-là qui ont existé, on en a fait un complot qui a amené la révolution, puis après qui amène la création d'un complot mondial aujourd'hui. Voilà. Parce que moi, je pensais aux complots qui ont pour but de faire croire qu'il y a un complot. C'est du Ah oui, second mais degré. là, Je vais donner deux exemples. Le oui, premier, c'est Barack Obama, quand on a voulu faire croire qu'il n'était pas né, qu'il n'était pas américain, qu'il était né dans une autre nationalité. Et vous savez que pour être président des États-Unis, il faut. Donc là, nous avions un complot pour faire croire qu'il existait un complot qui masquait la réelle nationalité de Barack Obama. Et de la même façon, il y a eu un complot pour essayer de faire croire que les Russes s'étaient impliqués dans l'élection de Donald Trump. Et ça, beaucoup de gens le croient encore. Mais il y a eu une enquête spéciale d'un procureur américain qui a démontré que ces accusations étaient totalement fausses. Donc, le complot qui vise à démontrer qu'il y a un complot est en soi un complot. Donc ça, c'est un premier exemple que je voulais aborder. Maintenant, une question de Michel Vandenberg qui nous demande de bien préciser que l'excommunication dont tu as parlé ne concerne qu'une seule, alors une seule église, si on parle du christianisme, une seule église qui est l'église catholique romaine, car il pense qu'il y a de nombreuses églises chrétiennes pour lesquelles cette excommunication ou cette prévention n'existe pas. En particulier le protestantisme, tu es peut-être un expert. non, alors oui, c'est vrai, je parlais là, pour les coups, les bulles papales ne concernent que l'Église catholique, apostolique et romaine, comme la déclaration pour la sacrée congrégation de la foi. C'est vrai que la franc-maçonnerie étant née en terre protestante, les protestants euh, sont plus conciliants avec la franc-maçonnerie. Quoique l'Église anglicane, il y a 5 ou 6 ans, a pris enfin, a publié un certain nombre de textes beaucoup, beaucoup plus, notamment après un certain nombre d'affaires qui avaient eu lieu en Angleterre qui concernaient des maçons. C'est monté beaucoup plus réservé, donc il n'y a pas que chez les catholiques. Vous savez qu'un certain nombre de mouvements évangéliques, donc protestants, sont extrêmement
anti-maçons. Un certain nombre d'orthodoxes aussi un peu rigoureux ne sont pas favorables à la franc-maçonnerie. Donc j'ai parlé parce que je ne pouvais pas faire l'opinion de toutes les religions sur la franc-maçonnerie, mais il est certain que souvent les franges extrêmes des religions qui considèrent que, hors elles-mêmes, point de salut, c'est toujours ce que vont reprocher les, les catholiques et les marxistes, c'est la même chose. Ce que reproche Trotsky à la franc-maçonnerie, j'allais dire, c'est l'œcuménisme que reprochent les catholiques, où il dit, mais comment ça, dans ces loges, il y a des catholiques, des protestants, des athées, des juifs, etc. C'est pas tolérable. Ben, ce que dit Trotsky, c'est pareil. Dans les loges, il y a des ouvriers, bourgeois, des militaires, etc. C'est pas possible, ça aliène le prolétariat en lutte. Il faut pas se commettre, quand on est un prolétaire en lutte, il ne faut pas se commettre avec des bourgeois dans les loges maçonniques. Voilà. Donc, la position la plus claire est celle de l'Église catholique, mais tout en précisant bien que du point de vue maçonnique, dans nos obédiences, moi je suis à la Grande Loge de France, mais on a de très nombreux frères catholiques et ça ne pose aucun problème dans nos loges, qu'on soit catholique, protestant, juif, athée, bouddhiste, etc. Tous sont les bienvenus, hein. Je Il n'y a pas rebondis. d'anticatholicisme dans nos loges, au contraire. Enfin, Non, Arnaud Beltrame était catholique et voilà, ça pose mais aucun c'est problème. vrai qu'il grise certaines obédiences qui ont une tradition anticléricale. À défaut Oui, d'être antireligieuses, elles sont plus anticléricales par principe. Je rebondis sur une question qui va compléter ce que tu viens de dire, de Lorenzo Soccavo. Les vrais, entre guillemets, complots ou dérives maçonniques ne tireraient-elles pas leur source dans le fait d'activistes politiques ayant infiltré la maçonnerie? Est-ce qu'il existe une infiltration d'activistes dans la maçonnerie? la maçonnerie, par son caractère. Il faut savoir que le secret maçonnique, eh ben, c'est la meilleure des choses parce que ça nous permet de, de, comment dire, de pouvoir parler en toute franchise et voilà, pas, ce qu'on dit en loge doit rester en loge, etc. Mais c'est vrai que ça peut aussi servir à un certain nombre. On l'a vu avec les Carbonari, par exemple. On l'a vu avec Weishaupt, qui a un peu infiltré les loges maçonniques. On l'a vu avec d'autres mouvements. On l'a vu avec, vous savez, ce qu'ont fait les trotskistes au Parti socialiste, ils l'ont fait aussi au Grand Orient et puis un peu moins à la Grande Loge. Et il y a eu aussi les tentatives d'infiltration, notamment dans les années après 68, de l'extrême droite. Et on a vu dans nos loges arriver un certain nombre de frères issus d'Occident, par exemple. Voilà. Mais de là à dire que c'est eux qui dirigent les obédiences et qui donc dirigent dans une main secrète la franc-maçonnerie, il y a certainement une marge, mais qui est pu sporadiquement, j'allais dire de ci, de là. Euh, la GLTSO, par exemple, avait été à l'époque, alors infiltrée en tous les cas, une ou deux de ces loges par l'ordre du Temple solaire. Et dit machin, là, dit Mambro, celui qui s'est suicidé avec toute sa secte, avait été un moment membre de la GLTSO parce qu'il y avait une filiation, une maçonnerie très templière, etc. Et donc la GLTSO a été très vigilante après à bien, euh, à bien faire attention que plus jamais ce genre de frères ou de mouvements ne puissent les infiltrer. Et je crois que les obédiences sont en général, mais on est perfectible et il se peut que ça passe au travers. On fait attention à ce que des mouvements sectaires ou des mouvements extrémistes ne puissent pas prendre corps dans nos loges. Mais maintenant, certainement, on peut en trouver parce que les enquêtes ont été mal faites, parce que voilà, je veux pas garantir à 100% que dans aucune obédience, dans aucune loge, il y ait des frères qui aient des visées sectaires, j'allais dire, ou politiques, ou d'entrisme politique. Mais Euh, on essaye d'être vigilant pour que ça se fasse pas.
un certain nombre d'auditeurs nous signalent effectivement des exemples de complots très connus. Il y en a un qui était un complot qui annonçait qu'un bateau avait explosé au large de Cuba, ce qui a permis de servir, de justifier une intervention militaire. Le plus célèbre complot, c'est quand même l'intervention américaine en Irak. Tout a été fait pour donner l'impression que l'Irak, contre tout ce que savaient les spécialistes, développait des armes de destruction massive, et on en arrive à la démonstration de Colin Powell avec sa fiole aux Nations Unies, etc. Donc ça, nous sommes vraiment en Ça, présence. c'est un vrai complot. C'est un vrai complot parce qu'il est conçu, tout est fait en amont pour justifier, pour diaboliser Saddam Hussein, qui n'était pas un enfant de cœur, mais qui n'était quand même pas porteur de tous les péchés du monde. Et on a vu à peu près la même chose avec Bachar el-Assad en Syrie, puisque ce sont, bon, certes, ce sont des gens qui ne sont pas spécialement des grands démocrates au sens où nous l'entendons, mais qu'on a voulu diaboliser à travers une thématique, une rhétorique, un narratif, comme on dit maintenant, pour les rendre diaboliques. Et Surtout qu'entre nous, on n'a pas besoin de ça. Ils se suffisent à eux-mêmes. oui, oui, tout à fait. Mais pour justifier une intervention militaire, il faut absolument être du côté du camp du bien. Et donc, pour qu'on soit du côté du camp du bien, il faut que l'adversaire soit dans le camp du mal. C'est un binaire que nous connaissons bien en maçonnerie et d'où nous essayons de nous échapper par le ternaire, mais ça existe quand même. D'ailleurs, un de nos frères nous demande quid du groupe Bilderberg. C'est vrai que ça semble, c'est un nom qui revient souvent, le groupe Bilderberg, comme si c'était, alors, de nouveaux Illuminati, non pas qu'ils soient Illuminati, mais que ce sont des gens qui ont pour vocation de diriger le monde et qui se réunissent. Alors, moi, je dirais pas ça, je mettrais pas ça dans la catégorie complot, puisqu'ils font les choses à ciel ouvert. Ils se réunissent tout à fait. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, alors il y a même un site internet, on sait leurs séances, on sait où ils se réunissent. Alors c'est vrai qu'ils discutent en secret, comme ce qu'on fait dans nos loges. On va quand même pas reprocher à des gens de discuter sous le sceau du secret, pas nous, quoi. Mais en tous les cas, oui, ce sont des gens d'influence, des dirigeants politiques, économiques, sociaux, qui se réunissent au sein de ce groupe. Je sais pas trop, moi j'en fais pas partie, hein, donc je ne peux pas trop vous dire mais oui, ce sont on dirait aujourd'hui des influenceurs, mais des vrais influenceurs, qui se réunissent pour parler des grands problèmes du monde et émettre un certain nombre d'avis. Alors, est-ce que c'est un complot? En Ça tous nous les cas, amène à... c'est des gens qui viennent pour réfléchir à un certain nombre de sujets et donner des avis. Mais d'ailleurs, ces avis sont publiés. Alors, à un moment, on va toujours nous dire, oui, mais les avis qui sont publiés, c'est pas les avis secrets qui sont transmis dans la poche droite des présidents en secret ou dans l'oreille du prince, etc. Oui, on peut toujours tout dire. Mais, est-ce que c'est un vrai complot? Je sais pas. Mais on sait qu'il y a ce groupe qui se réunit plusieurs fois par an, enfin, pardon, une fois par an, je crois, une fois par an, avec des anciens présidents d'État, des anciens chefs d'État, des ministres actuels, des philosophes, des sociologues, des économistes, tout ce que vous voulez, et qui émettent un certain nombre d'avis, qui valent ce que valent les avis d'experts. Est-ce qu'il n'y a pas Enfin, on nous fait remarquer qu'il faut être précis sur un certain nombre de termes, et c'est tout à fait vrai. Parler de complot, parler de mensonge, parler de désinformation, parler de fake news. Est-ce que dans un monde contemporain où très souvent il y a des vérités alternatives, enfin, où en gros la vérité est une opinion comme les autres, mais pas plus, est-ce que on peut distinguer dans ce qui est complot l'usage du mensonge, de la désinformation ou des fake news? Ben, lorsqu'on fait un complot, tout ça, ça peut être des instruments du complot. Le complot, c'est ce qui se trame en arrière. On veut, je ne sais pas, renverser telle personne, tel régime, on veut gagner des élections, on veut, je ne sais pas quoi. Voilà. Donc on s'organise. Bah, comme le disait Jean Robert, je ne sais pas, on veut attaquer l'Irak. Bon. Donc, mais le complot va se traduire par un certain nombre d'actions qui peuvent être des fake news, des mensonges,
pour servir, pour servir à ce complot. Euh, Avant, ça s'appelait aussi, vous savez, il y a toujours eu, hein. Avant, c'était la rumeur. Maintenant, on appelle ça les fake news. Euh, il n'y a pas une grande différence entre une fake news et un mensonge. Une fake news, c'est une information qu'on lance comme étant vraie en sachant qu'elle est fausse. Ça s'appelle un mensonge. Ou ça s'appelait avant un mensonge. Maintenant, ça s'appelle une fake news. Quand on dit quelque chose sur quelqu'un que, je sais pas quoi, moi, qu'il est membre du groupe Bilderberg s'il l'est pas, qu'il est homosexuel s'il l'est pas, parce que ben, pour certains, ça peut être un déficit, enfin, je sais pas, voilà, qu'il est riche s'il l'est pas, qu'il est salarié ou qu'il a reçu des enveloppes de tel ou tel truc s'il l'a pas fait, etc. Ça, c'est des mensonges, des fake news qui servent à alimenter, s'il y en a, un complot. Mais le complot, il a un but. On complote pas pour rien, on complote pour renverser Jules César, par exemple. Ben, on s'organise avant, on convainc avec peut-être de bons ou de mauvais arguments un certain nombre de comploteurs qu'il faut renverser César. Est-ce que tous les arguments sont vrais? Je ne sais pas. Mais en tous les cas, on s'en sert. Mais oui, mensonge, fake news, ça se ressemble hein, quand même. C'est dire des choses dont on sait qu'elles sont fausses, mais qu'on les présente comme vraies et on les diffuse largement. Et on ne doit pas le confondre avec l'erreur. Faire une erreur sur une information n'est pas une fake news, c'est Non, une simple erreur. Vous n'avez pas la connaissance de la qualité de faux de ce qu'on non, raconte. on a le droit de se tromper. On émet une opinion où on diffuse un fait dont on va s'apercevoir a posteriori que ce fait est faux, ben, on a commis une erreur et on dit j'ai commis une erreur, mais on n'a pas comploté, on n'a pas. Dans l'idée de fake news, il y a quand même l'idée de le faire volontairement. C'est-à-dire, on sait que ce qu'on dit est faux. Dans une erreur, on pense que ce qu'on dit est vrai, mais c'est faux. Et on le saura après. C'est ça la différence entre l'erreur, le mensonge et la fake news. L'erreur n'est pas volontaire. Et l'erreur, on en commet tous quand même. Hein. Euh, Moi, j'étais comme tout le monde. Alors, je dis n'importe quoi, ça n'a aucune conséquence. Mais je lisais comme tout le monde, au truc d'erreur, que Albert Lantoine était né dans la maison de Robespierre à Arras. Bah, jusqu'au jour où j'ai vérifié, il est né dans la rue parallèle. Il n'est pas né dans la maison de Robespierre à Arras. C'est une erreur. Ce n'est pas une fake news. Tout le monde l'a marqué avant. Je l'ai répété bêtement jusqu'à ce que je m'aperçoive avec Philippe Langlais que c'est pas vrai. Bah, on a dit c'est faux. J'ai fait une erreur. Et en histoire, on ne fonctionne. Enfin, on fonctionne beaucoup comme ça. On dit quelque chose, puis après, alors il vaut mieux le vérifier avant, mais on ne fait que vérifier ce que disent les autres et ce qu'on dit. Et puis, bah, ça peut être vrai. Et si on commet des erreurs, bah, on a commis une erreur. C'est faux. On a dit une chose fausse. Bon, ça arrive. Une remarque et une question une remarque plutôt de Stéphane Villiers qui dit: le retour du complotisme ne résulte-t-il pas de la dégradation de la parole publique? Et c'est vrai qu'on est dans un monde où il s'est passé tellement d'événements, où ce qu'on peut qualifier les experts, entre guillemets, ont dit tellement de choses et leur contraire, et pas seulement les politiques, mais aussi les scientifiques, les médecins, etc. Est-ce que cette espèce de discrédit suite à des erreurs ou des manipulations de ces experts ou de ces sachants, est-ce que ce n'alimente pas de façon importante la notion de complotisme? Je suis. Alors, à me dire, là, je peux faire une erreur. Je ne suis pas sûr que ce soit spécifique à notre époque. Quand on regarde, quand on a vu au fil du temps, euh, quand on pensait au 19e siècle, enfin au début du 20e, fin 19e, que le diable vient en loge sous la forme d'un crocodile qui joue du piano, quand on arrive à gober ça, euh, oui, il y avait déjà le discrédit. Il y a eu l'affaire Dreyfus, mais il y a eu l'affaire Stavisky après, le discrédit de la classe politique. Ça date pas d'aujourd'hui. Donc, il y a eu Napoléon, et puis il y a eu Robespierre, et puis il y a eu. Enfin, quand on regarde dans l'histoire, on s'est toujours aperçu qu'il y a eu des hauts et des bas, une classe politique, que ce soit les rois, les empereurs ou les présidents de la République, qui à un moment ou à un autre ont eu à subir un certain nombre de discrédits, sauf que maintenant,
Euh, Maintenant, ça sait et ça dure. Avant, vous écriviez une bêtise en 1880, on vous la reprochait plus ou presque plus en 20 ans après, en 1904. Euh, Maintenant, vous regardez les actualités, enfin, vous regardez sur YouTube, vous avez l'impression que c'est hier que Mark David Chapman a tué John Lennon. Vous avez toutes les actualités de l'époque, vous avez toutes les réactions de l'époque, et c'était le 8 décembre 1980. Donc le problème, c'est que avec Internet, avec les vidéos, etc., on a l'impression que rien ne s'efface et que le temps euh, et que le temps, je sais pas comment se dire, se réduit. Et un fait qui a eu lieu il y a 43 ans euh, est presque encore réel aujourd'hui, comme s'il s'était passé hier. Donc je pense que c'est plus ça aujourd'hui. On va ressortir sur Twitter les déclarations qu'a fait un type qui a 22 ans maintenant. On va lui dire, oui, mais t'as dit je sais pas quoi sur les Juifs quand il avait 13 ans et demi ou 14 ans et demi, en disant, tu vois, tu es un immonde antisémite. Il a dit une connerie quand il avait 13 ans sur Twitter, enfin, ou 14 ans, il le pense. Enfin, oui, on reproche maintenant aux gens, euh, on a tous su que je ne sais pas quoi, moi, que Patrick Devedjian était membre d'Occident quand il était jeune. Bon, voilà, c'était au-dessus de tout le monde, ça ne l'a pas empêché. Alors, il y en a qui lui ont reproché toute sa vie ou pas, mais on ne réduit pas Patrick Devedjian euh, enfin, à la veille de sa mort, il est mort du Covid, euh, à ce qu'il était quand il avait 18-20 ans. Et c'est ça le problème des réseaux sociaux, c'est qu'on va vous ressortir en permanence ce que vous disiez quand vous aviez 18 ans, comme si vous le pensiez toujours quand vous en avez 60. Et comme si c'était une déclaration qui avait été faite hier. C'est aussi ça le problème. On a le droit de changer d'avis, on a le droit de changer d'opinion, on a le droit d'évoluer. Enfin, nous qui sommes maçons, ou maçonnes et maçons, et qui pensons que ça nous aide à progresser et à changer, comment nous, on peut faire fi de l'évolution d'une personne en disant, bah oui, mais je pense que si on avait eu Twitter, on a tous dit des conneries à 16, 17, 18 ans, qu'on pourrait nous ressortir aujourd'hui s'il y avait eu Internet en disant, mais tu vois, ce que tu étais un immonde, je sais pas quoi, gauchiste, droitiste, extrême droitiste, quand t'avais 18 ans. Oui, on dit des bêtises quand on est jeune, quand on est vieux aussi, hein, parfois, mais on a le droit de changer, d'évoluer. Et le problème des réseaux sociaux, c'est que ça garde la trace. Et que surtout, on peut la retrouver de façon immédiate. On va vous ressortir ce que vous avez raconté sur Twitter il y a 15 ans ou 20 ans. Comme si vous n'aviez pas le droit d'avoir changé en 20 ans. Non, il est clair que les nouvelles technologies, d'abord, elles abolissent le droit à l'oubli, puisque Oui, par définition, elles conservent tout ce qui a été dit. Et puis, en plus, dans le domaine du complotisme, c'est que les réseaux sociaux et les mails en nombre et les différents permettent de toucher là où une presse particulière ne touchait que quelques milliers de lecteurs. Là, on va toucher d'emblée l'Internet entier, c'est-à-dire des millions de cibles potentielles, de lecteurs potentiels. Et donc, ça a une capacité de démultiplication des informations, qu'elles soient justes ou qu'elles soient fausses, que ce soit des vraies informations et des fake news. C'est très important. Et à propos de ça, nous avons une question de Hervé qui nous dit, est-ce que le franc-maçon doit-il craindre l'intelligence artificielle? Est-ce que l'intelligence artificielle risque d'être complotiste? je ne sais pas répondre. Alors, pour tout vous dire, le grand maître de la Grande Loge de France, Thierry Zaveroni, a choisi d'interroger dans l'année qui vient les frères de la Grande Loge de France sur le sujet. Donc je pense qu'on en saura plus à la fin de l'année, en tous les cas, ce que pensent les frères de la Grande Loge. Moi, je sais pas. J'ai un peu la même sensation avec l'intelligence artificielle qu'avec un marteau, quoi. Un marteau, ça sert à enfoncer un clou et à défoncer une tête. C'est un outil. Je pense que
Est-ce qu'on va pouvoir l'empêcher? Bah, tout le monde sait que non. L'intelligence artificielle, ça permet, enfin, c'est aussi l'évolution dans tout un tas de sujets. Si ça permet des transplantations cardiaques, de poumons, de reins, nous permet de vaincre un certain nombre de maladies génétiques, tous ces progrès-là euh, qui pourraient être contre. Et puis on ne l'arrêtera pas de toute manière. Enfin, euh, si on dit, je ne sais pas pourquoi, moi, les francs-maçons veulent arrêter les progrès de l'intelligence artificielle, ouais, bon, c'est c'est un vœu pieux, quoi. Les francs-maçons veulent, ouais, d'accord, mais c'est pas grave que tu le veuilles ou pas, de toute manière, ça arrive. Donc voilà, mais c'est comment nous, on peut réfléchir avec notre méthode, avec notre valeur, avec notre éthique, sur bah, comment maîtriser la bête. Et comment faire que si vous avez un marteau, bah, vous plantez un clou pour construire une maison plutôt que vous tapez sur la tête de quelqu'un pour le tuer. Mais, mais, euh, voilà, je pense que ça s'arrêtera là. On ne pourra pas. euh, Vous allez empêcher, vous, quelqu'un qui va dire j'ai trouvé un vaccin contre le cancer parce que via l'intelligence artificielle, en biogénétique, j'ai trouvé, on va dire, ah non, c'est pas bien, hein, c'est pas éthique, vieux. Tu dois pas commercialiser ton vaccin contre le cancer. Vous pensez que ça va passer, ça? Enfin, vous pensez que les gens sensés vont dire ah oui, oui, vous avez raison, hein, on a trouvé un vaccin contre le cancer par intelligence artificielle, donc on va pas le proposer. Bien sûr que non. Donc après, c'est de savoir s'il faut écrire les planches grâce à l'intelligence artificielle. Je vous signale déjà quand même que ce qui marche le mieux en librairie hein, actuellement, c'est tous les petits bouquins qui traitent des sujets que les frères vont traiter en planche. Le grand architecte de l'univers, le fil à plomb, vous savez, les petits bouquins là à 6,50 € ou 9 € que les frères vont acheter. Bon, bah, ils le trouveront en s'abonnant à ChatGPT. Sur le fond, celui qui est flemmard, qui veut faire du copier-coller et qui veut pas réfléchir, intelligence artificielle ou pas, il trouvera des moyens de substitution pour être flemmard et pour faire du copier-coller. Hein. La Le difficulté, plagiat, ça existe depuis la nuit des non, temps. le problème avec l'intelligence artificielle, et en particulier des outils comme ChatGPT 4 ou Ouais. autres, c'est qu'ils se forgent leur opinion à partir des volumétries de ce qu'ils ont scanné sur le web. Si sur le web, il y a des milliers d'opinions complotistes, ChatGPT va en tirer la conclusion que ça doit être vrai puisqu'il y a beaucoup de gens qui le pensent, et à son tour, on se rappelle bien de l'anecdote quand Microsoft a lancé un de ses premiers systèmes d'intelligence artificielle, ils ont découvert que leur intelligence devenait antisémite parce il s'était baladé sur pas mal de sites qui étaient antisémites, et donc il s'était approprié cette connaissance pour en faire sa vérité à lui. C'est ça le seul danger, c'est que ChatGPT, c'est un outil de diffusion d'opinions majoritaires. Si une Oui, opinion est très marginale, elle n'apparaîtra jamais. Et c'est ce qui pose peut-être. Et là, je vais rebondir sur une question de Julien. mais il n'y a pas que l'intelligence artificielle qui fait ça. Hein. Déjà, les, 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 les- nos instruments, n'oubliez pas que votre téléphone, il vous écoute en permanence. Et que euh, si vous parlez avec un copain de Jean-Paul Sartre ou d'Albert Camus, de La Peste, etc., vous vous apercevez, dites donc, une heure ou une demi-heure après, Amazon vous lance une petite alerte en disant vous voulez pas acheter La Peste ou si vous commandez sur Amazon, je sais pas quoi moi, euh, Joseph de Maistre et qu'est-ce que je vais citer et Rieux-La Rochelle, comme par hasard, une heure après ou un jour après, bah, Amazon ou Google ou Facebook va vous proposer le dernier bouquin d'Éric Zemmour. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous commandez Jean Jaurès, l'histoire de la Révolution, peu de temps après, on va vous proposer le bouquin Mélenchon sur je sais pas quoi. Voilà, le problème d'Internet, c'est que ça crée du semblable et que ça vous conforte dans votre opinion. Si vous lisez des bouquins de gauche, on va vous proposer que des bouquins de gauche. Si vous lisez que des bouquins de droite, on va vous proposer que des bouquins de droite. C'est ça le problème.
Pas mal de questions, pas mal d'interventions sur la confusion entre vérité et opinion personnelle. Une question de Julien. En ce qui concerne les scientifiques, la confusion provient du fait qu'il s'agit d'hommes et qu'il convient de discerner entre des publications scientifiques à comité de lecture validées et des opinions personnelles. Et c'est vrai que il y a beaucoup d'interventions. Alors, on cite l'Ordre des médecins, qui serait une organisation politique dont les déclarations sont plus politiques que scientifiques. Effectivement, en gros, tout ce qui s'est passé pendant la période Covid, où on a dit beaucoup de choses et son contraire, on a dit beaucoup de bêtises, etc. C'est un aliment du complotisme, mais qui peut être parfois motivé. C'est-à-dire, le complotiste peut avoir parfois raison. Et donc, c'est ce qui. Et pour le maçon, il n'a qu'un seul outil, c'est-à-dire le discernement. Il doit écouter les sons de cloche. Or, dans le monde dans lequel nous sommes, il est très difficile, sur des sujets un peu clivants, d'obtenir que les thèses et l'antithèse, les avis contraires s'expriment. C'est peut-être un des défauts qui favorise le complotisme, c'est-à-dire que les complotistes n'ont pas voix au chapitre. Et peut-être faudrait-il que, justement, dans tout débat clivant, les médias fassent l'effort de donner la parole aux uns et aux autres, ce qui désamorcerait, de mon humble avis, le complotisme. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Laurent? Non, mais le problème, moi, alors par exemple, moi, je ne crois pas du tout à l'objectivité en histoire. Avec des faits vérifiés, euh, euh, avérés, euh, on peut avoir des interprétations totalement différentes. Euh, Par exemple, qu'est-ce que je pourrais citer? Tiens, le concordat de 1800, de 1804, de décembre 1804, qui impose au rite écossais de rejoindre le Grand Orient de France. C'est un fait avéré, on a des documents, on a des signataires, on sait qui a signé, ou quand, le papier, etc. Donc on a des faits avérés. À partir de ce paquet de faits avérés, il n'empêche qu'il y a toujours deux opinions différentes et qui ne se réconcilieront jamais, parce que les faits sont les mêmes, les hommes sont les mêmes, tout est vrai, mais c'est l'interprétation qui est différente. Le Grand Orient dit: ah, c'est super, euh, enfin, on a eu plus qu'une seule obédience maçonnique française qui représente toute la maçonnerie française. C'est un grand moment. On a enfin l'union de la maçonnerie française autour de l'empereur, et c'est magnifique. Et il y a les Écossais qui disent: on a signé le papier parce qu'on avait la baïonnette dans le dos et le fusil pointé sur la tête, qui disait: ou vous signez ou vous disparaissez. Et ben, à partir de ces faits qui sont précis, avérés, on sait qui c'est, il y a deux opinions différentes, et que vous ne réconcilierez pas. Les historiens qui travaillent sur la Révolution française, la plupart ont la même documentation, le même corpus. Enfin, on trouve toujours une lettre qui, qui va, qui va, euh, qui va, comment dire, euh, orienter les choses. On trouve toujours un document original que l'autre n'avait pas, et donc c'est comme ça que la recherche avance. Mais on a bien vu, par exemple, sur la Révolution française, il y avait plutôt une doxa marxiste qui a été contredite par quelqu'un comme François Furet et Mona Ozouf, dont les travaux maintenant sont largement contestés et dépassés par une nouvelle école qui est ni celle de François Furet, qui était un communiste déçu, et qui, avec une ardeur de néophyte, a détruit l'historiographie marxiste précédente, et qui maintenant revient à une position plus équilibrée. Ben voilà, c'est une succession. Hein. On a eu Michelet, on a eu l'histoire socialiste de Jean Jaurès, on a eu l'histoire marxiste, on a eu l'histoire de Furet. Tout ça, c'est des points de vue sur des faits qui sont et qui restent pour discuter. L'histoire, c'est que de la politique ancienne, enfin, la politique d'avant. Mais c'est de la politique, l'histoire. C'est la façon dont se font les choses. Alors, non, il faut quand même pas raconter n'importe quoi. Mais par exemple, si un complotiste, le problème du complotiste, c'est que souvent, ils partent de quelque chose qui est vrai.
Je suis sorti de chez moi, il pleut. Bon, ben oui, il pleut. C'est pas parce que c'est un gilet jaune ou un complotiste qui le dit qu'il pleut pas. Mais à partir de ce fait avéré, il va en tirer une théorie délirante. C'est ça le problème. Mais souvent, tout complot ou tout fake news, c'est rare quand ça part de quelque chose qui est inexistant à 100%. Il y a toujours un élément factuel de départ qui est vrai et qui après est transformé par un truc délirant. Mais, euh, mais moi, j'ai rien contre, par exemple, mais qu'on n'ait pas le droit de discuter, moi, ça m'a toujours étonné, qu'on n'ait pas le droit de discuter sur le Covid, la façon dont ça s'est passé, ce qu'on aurait dû, pas dû, etc. Enfin, ça, c'est la base de toute réflexion, de toute analyse de fait pour progresser. Il n'y a pas de parole taboue, il n'y a pas, euh, enfin, je sais pas, il n'y a pas d'interdiction de penser. Enfin, en tous les cas, moi, je sais que de tête, hein, j'essaye de la citer comme ça, mais dans la recherche constante de la vérité et de la justice, le franc-maçon ne s'assigne aucune limite et n'admet aucune contrainte. Et ça, on me dit souvent, c'est un truc de libertaire. C'est pas un truc de libertaire, c'est l'article premier de la Constitution de la Grande Loge de France. Donc, rien ne nous interdit, au contraire, de penser et de penser en ne s'assignant ni aucune limite euh, d'aucune sorte. Tu as tout à fait raison en disant que très souvent, le complot démarre sur un petit fait qui, lui, est réel Hmm. et qu'ensuite, les complotistes tirent la pelote. Je vais prendre un exemple qui touche la maçonnerie. C'est vrai qu'il y avait quelques francs-maçons dans les communards pendant la Commune, mais la majorité des obédiences étaient foncièrement hostiles à la Commune. Et elles l'ont écrit, elles ont envoyé des gages auprès de tiers, etc. Mais néanmoins, maintenant, dans la doxa ambiante, les francs-maçons qui vont se recueillir au mur des fédérés, etc., pensent que, à l'époque, la maçonnerie était foncièrement du côté des communards. Pour toi, est-ce que c'est le fruit d'un complot? Est-ce que c'est le fruit d'une forme de révisionnisme? Ou est-ce que c'est le fruit d'une tendance à enjoliver son histoire personnelle? Ben, un peu de tout ça à la fois. C'est beaucoup de révisionnisme et beaucoup de romantisme. Euh, il est vrai que dans les communards, il suffit de lire les déclarations du Grand Orient de France le lendemain de la semaine sanglante, c'est-à-dire que le sang n'est pas encore séché sur le mur des fédérés. Il suffit d'entendre les propos, enfin de lire, hein, parce que tous les documents sont disponibles. Moi, je les ai publiés, mais si je les ai publiés, c'est qu'ils existent. Ce que dit Babot de la Ribière, qui est le grand maître du Grand Orient de France, et qui d'ailleurs est nommé préfet de Charente par Thiers. C'est un partisan de Thiers, il est à Versailles avec Thiers, où il dit ces actes séditieux, tous ces francs-maçons ou soi-disant tels qui, fort heureusement, ne font pas partie de l'obédience du Grand Orient de France. Il a raison, Babou Laribière. La plupart sont membres de la Grande Loge centrale du Suprême Conseil de France de rite écossais, qui est une obédience qui est d'ailleurs aux deux tiers parisienne à l'époque. Ce qui explique les choses, c'est que c'est la franc-maçonnerie parisienne qui a pris fait et cause, enfin une partie de la franc-maçonnerie parisienne qui a pris fait et cause pour la commune. Et c'est vrai que la maçonnerie de province a été, a été comment dire, absolument outrée par ce qui s'est passé euh, durant la commune. Et, euh, et c'est vrai que, alors, autant on a des textes, enfin, des textes du Grand Orient qui condamnent et qui recondamnent et qui surcondamnent et qui recondamnent encore et qui disent c'est pas compatible avec le Grand Orient, etc. Moi, je n'ai retrouvé pour le Suprême Conseil qu'une phrase de Malapert, qui était d'ailleurs de la justice 133, comme Jules Vallès, comme Eudes, comme beaucoup de chefs communards, qui dit toute décision prise en dehors de la Grande Loge centrale est nulle et non avenue. Bah, il a raison, Malapert. On n'engage pas la Grande Loge centrale avec une centaine de types qui manifestent. C'est pas comme ça. Mais c'est tout ce qu'a dit, c'est tout ce qu'a dit le Suprême Conseil sur la commune. Point barre à la ligne. Il n'y a pas eu autre chose. Et c'est vrai que lorsqu'on voit, si j'ai un peu de temps, voilà, dans le terme de révision, etc.,
quand on voit, moi, j'y étais allé, et c'est très beau d'ailleurs, j'ai vu le grand maître du Grand Orient de France, Daniel Keller, qui fait l'éloge, il a le droit, d'Eugène Pottier, avec des gens à côté qui ont un foulard rouge, une faucille et le marteau, et qui chantent l'international le point levé. C'est joli, c'est romantique, c'est beau, c'est émouvant, mais tout est faux. Tout est faux. Pottier, il a été tout ce qu'on veut. Il a été communard, il a été possibiliste, il a été anarcho-syndicaliste, marxiste, jamais. Il n'a jamais été marxiste, Pottier. Il aurait pu l'être, mais il ne l'a jamais été. Deuxièmement, Pottier, il n'a jamais entendu l'international chanter sur l'air de l'international. Il a écrit l'international sur l'air de la Marseillaise. Alors, essayez, ça marche. L'international, c'est juste la version internationale de la Marseillaise. Et c'est un an après sa mort, un militant communiste du Nord qui va écrire la musique de l'international. C'est pour ça que ça deviendra un hymne, après, plutôt communiste, plutôt marxiste, l'international. Et, enfin, socialiste en général et marxiste et communiste en particulier. Et troisièmement, Pottier au Grand Orient de France, mais jamais de la vie. Pottier, il s'est fait initier en 1875 dans une loge de communards en exil qui s'appelait les Égalitaires à New York par Élie May, qui était évidemment de la loge des Trinitaires de la Grande Loge de France, du rite écossais ancien accepté. Comme le disait Gustave Lefrançais, qui était membre de la justice 133, à qui Pottier d'ailleurs va dédicacer l'international, il dit mais il était hors de question d'être dans l'obédience de ce soudard, si je cite le français, de ce soudard de Magnan, mis à la tête du rite français par Badinguet, c'est-à-dire par l'empereur. Magnan, qui a été grand maître du Grand Orient et qui était celui qui avait fait le coup d'État du 2 décembre 1851, baïonnette au canon et fusil à la main en vrai, quoi. C'est lui, il a fait le coup d'État, qui était grand maître du Grand Orient, mais pour tous les républicains, les socialistes, anarcho-syndicalistes, etc., de la Commune et d'après, il était hors de question d'aller au Grand Orient. Hors de question. C'était l'obédience de Magnan, ensuite de Mélinet et de Babot Laribière, qui certes était républicain, mais était pour tiers. Est-ce que les gens qui étaient socialistes, anarcho-syndicalistes, révolutionnaires allaient dans cette obédience-là? Bien sûr que non. Donc, c'est du révisionnisme, c'est du romantisme, c'est chouette, c'est émouvant, mais c'est faux. Pas grave, c'est faux. Le biographe de Buffalo Bill disait toujours, il s'appelait Ned Butler, je crois, il disait lorsque la légende est plus belle que l'histoire, j'imprime la légende. Ils ont imprimé la légende. Pas grave. Alors, puisqu'on parle de régime, de commune, etc., une question de Jean-Louis Talin. Imaginons que nous soyons sous un régime oppressif très dur. Ne serait-il pas légitime de comploter? Autrement dit, est-ce que la résistance en France, qui était un complot finalement contre les autorités de la collaboration, est-ce qu'un complot peut-il être légitime? Alors, là, pour le coup, alors je ne parle pas des responsabilités, mais étant simple membre de la Grande Loge de France, comment pourrais-je dire non? Quand on sait que le grand maître du Grand Orient, de la Grande Loge de France, lui, n'a pas écrit une lettre le 8 août 1940 à Pétain pour lui annoncer qu'il dissolvait son obédience, mais que Michel Duménil-de-Gramont est parti avec les archives de l'obédience, avec François Colaveri, a tout planqué, a été membre de Libération Sud, avec Dacier de la Vigerie, avec les époux Aubrac, qu'il a été à l'Assemblée d'Alger en 43 et qu'il a fait rétablir par De Gaulle la franc-maçonnerie dans ses droits. Hein. Michel Duménil-de-Gramont, qui était l'équivalent de ce qu'on appellerait aujourd'hui le patron du CNRS et qui était un grand traducteur de russe, un intellectuel brillant, qui a été résistant de la première heure. Quand on sait que le premier territoire rallié à De Gaulle, à la France libre, quand la France libre, c'était 40 mètres carrés à Carlton Garden et une cinquantaine de mecs qui marchaient au pas dans la rue, que le premier territoire libre, c'est Félix Éboué, avec le Tchad, et que Félix Éboué, c'est l'aurore équinoxiale de la Grande Loge de France, à Cayenne. Quand on sait que le premier fusillé, alors pas résistant, à partir après Stalingrad et en 44, que le premier fusillé, c'est José Roy, membre de Travail et Vrais Amis Fidèles, la loge de Wirth,
qui a été fusillé le 1er février 1941, hein. Pas en. Voilà. Quand on sait que l'action qu'a menée Pierre Brossolette, qui était membre de la loge Émile Zola, les résistants de la première heure, membres de la Grande Loge de France, je vous en cite autant que vous voulez, le général Gamas à Bordeaux, Chadira, Marcoux, qui ont été grands maîtres après, qui étaient résistants, Marcoux qui était déporté, etc. Des membres de la Grande Loge de France qui, dès 1940-1941, alors que c'était un peu compliqué, ont pris fait et cause pour la résistance et l'ont payé de leur vie. Euh, Comment vous dire non? Comment vous dire vous voyez, c'est simple. Quand vous entrez à la Grande Loge de France, mais je dis ça après, chacun, moi je vous parle de ce que je connais. Quand vous entrez dans la Grande Loge de France, le temple en bas, il s'appelle Franklin Roosevelt. Vous voyez, il ne s'appelle pas Joseph Staline, Adolf Hitler ou Benito Mussolini. Il s'appelle Franklin Roosevelt. Après, vous montez un escalier, il y a une immense plaque en marbre noir avec les centaines de noms des frères qui ont été déportés, fusillés, massacrés, etc. Après, vous montez l'escalier qui s'appelle l'escalier des Compagnons de la Libération, parce que la Grande Loge de France est la seule obédience à avoir 7 Compagnons de la Libération parmi ses membres. Vous montez l'escalier des Compagnons de la Libération et vous tombez dans le grand temple Pierre Brossolette. Vous voyez, il ne s'appelle pas Pierre Laval, Darlan ou Philippe Pétain. Il s'appelle Pierre Brossolette. Ben, mon très cher frère, vous avez ma réponse dans votre question. Bien, je vais profiter d'un petit moment pour présenter quelques ouvrages dont je voudrais que tu nous dises deux, trois mots parce que tu les as choisis. Tu penses que c'est des ouvrages qui sont intéressants à parcourir si on s'intéresse au sujet. Alors, on va commencer par celui-là que je mets à l'image. Ah oui, ça Alors, c'est un. euh, alors c'est un prêtre hein, catholique qui s'appelle. Alors c'est un immense truc. Il est épais comme tout le bouquin qui s'appelle José Ferrer Benimeli et qui a publié ce gros ouvrage qui traite des archives. Alors secrète, c'est pour vendre mieux, hein. Des archives entre le Vatican et la franc-maçonnerie, et donc l'histoire d'une condamnation pontificale. Ce que je vous ai dit en 2 minutes, il le décrit très bien avec force détail. C'est un vrai bon livre. C'est pas parce qu'il est écrit par un catholique et que nous on est maçon, hein, il est prêtre, il est jésuite, je crois en plus. Mais c'est vraiment un très bon livre qui est fait vraiment la vraie synthèse. Ça a été publié, je crois, dans les années 2000, c'est 2000 ou 2002, je crois. Euh, donc il y a 20 ans, mais c'est un ouvrage qui fait toujours, de mon point de vue, parfaitement autorité, qui est bien documenté, qui est sérieux. Je vous le recommande. Si vous le trouvez toujours, je vous le recommande. C'est un très bon livre. alors, et celui-là. Alors ça, c'est un petit bouquin, mais qui est très bien fait donc, sur le fameux scandale de l'affaire des fiches. Donc il l'appelle un scandale oublié de la Troisième République d'Emmanuel Thiebaud, bah, qui raconte par le menu comment c'est enfin, l'histoire de cette affaire des fiches depuis le général André jusqu'au grand scandale et à la chute du ministère Combes et au fait que la franc-maçonnerie après va s'y reprendre à 10 fois avant de se mêler d'affaires politiques de cette sorte. Voilà, le scandale oublié de la Troisième République, l'affaire des fiches, a souligné d'ailleurs que c'est un scandale qui ne concernait exclusivement que le Grand Orient de France. Mais par exemple, le général Peigné, qui était grand maître de la Grande Loge de France après, et qui était un vrai général républicain, hein, c'était pas Magnan, le grand maître du viol, lui c'était un vrai général républicain, avait soutenu à l'époque ses frères du Grand Orient en disant il faut lutter contre le cléricalisme, les impériaux, les monarchistes et les ligues factieuses. Mais cette affaire aura quand même eu des conséquences Ah importantes en oui, France, ah oui, puisque dans les jeunes officiers qui étaient oui, c'est ce que je disais sur Pétain. blacklistés, c'était Pétain. Pétain en faisait partie, et une des raisons de la haine de Pétain à l'égard de la franc-maçonnerie, c'était Hein. justement le souvenir de Ouais, cette affaire des fiches. oui.
D'ailleurs, pendant la guerre, malheureusement, il y a eu des tentatives de négociation avec Laval euh, pour faire une espèce de franc-maçonnerie compatible avec la Révolution nationale. Il y a eu un certain nombre de tractations. C'est parti, on sait comment. Celui qui s'y est opposé des deux pieds, des deux mains, des deux fers, c'est Pétain. Pétain voit une haine féroce, c'est la fameuse phrase dont je parlais tout à l'heure, un juif n'est jamais responsable de sa naissance, un franc-maçon l'est toujours de ses choix. Ah, un petit peu Alors ça, ça a été Illuminati, publié, ça. je crois, il y a 1 ou 2 ans, je crois que c'est l'année dernière. Alors c'est le livre de référence, selon moi, sur ces fameuses Illuminati, en partant d'Adam Weishaupt et 1776 et il décrypte par le menu. Vous savez, moi j'ai synthétisé en 3 minutes, quoi. Mais là, vous avez vraiment, de mon point de vue, hein, le vrai bon livre qu'on attendait sur les Illuminati, ce qu'ils ont été vraiment en Bavière avec Weishaupt à l'université d'Ingolstadt et avec ce fameux Charles Théodose qui les a dissous en 1784, jusqu'à aujourd'hui avec le fameux, vous savez, le dollar américain là, qui voit, etc., avec le fantasme des Illuminati aujourd'hui. C'est le vrai bon livre de référence, je pense, sur les Illuminati. Je crois que celui-là, on en a déjà parlé. Oui, oui, j'en Donc, avais 3. alors, je vais maintenant quand même essayer de rendre un peu un hommage à Eh oui, Christophe, j'allais à vous en Christophe. parler parce que Voilà. je sais qu'il les avait présentés, Christophe, donc je ne l'avais pas mis dans ma liste à moi. Oui. Donc voilà deux ouvrages qui étaient Ouais, tout à fait dans la thématique de notre journée, de notre session. Le complotisme, qui est le plus récent d'ailleurs, Anatomie d'une religion au CERF. ouais. Et puis, il y a quelques années, pas très longtemps, mais 2 ou 3 ans de mémoire, c'est un complot chez Jean-Claude Lattès. Et donc Et ça, d'ailleurs, c'est à partir de ce livre, C'est un complot, qu'il a fait cette série, et qu'il fait d'ailleurs toujours cette série d'émissions sur Histoire, et qui s'appelle C'est un complot. Et donc, il parle à chaque fois d'un complot, souvent soit qui a vraiment existé, soit qui a été fantasmé. Et on a dit c'est un complot, alors que ça ne l'était pas. Et donc, sur un autre sujet, mais c'est son actualité, son dernier livre s'appelle Il l'appelait Monsieur Hitler, qui est l'histoire des nazis, des collabos nazis français qui vouaient un culte à la personne d'Hitler et qui était pas du tout allemand, mais qui était bien français. Donc voilà ces 2 titres. Et j'ai une dernière question parce que nous allons bientôt nous séparer. Effectivement, je vous présente encore toutes mes excuses pour l'absence et les difficultés techniques qui ont fait que Christophe n'a pas pu se joindre à nous, malgré tous les essais que nous avons. Hein. Et j'ai une remarque extrêmement pertinente de Lorenzo Soccavo qui nous dit « Et si l'impossibilité de Christophe à se connecter était le fruit d'un complot ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des hackers complotistes qui sont arrivés à empêcher Christophe d'aborder le sujet? C'est C'est un complot, c'est sûr. Oui, c'est sûrement un complot. En tout cas, ce serait une bonne raison plutôt que le handicap technique. Voilà, en tout cas, grand merci Jean-Laurent d'avoir animé cette session. Encore toutes mes excuses pour l'absence de Christophe et je vous dis au mois prochain, il y aura également un beau sujet et là, je vous promets que nous ferons tous les essais techniques préalables et nous attacherons les orateurs à la machine qui aura bien fonctionné de façon à ce qu'ils ne s'échappent pas et qu'il n'ait aucune excuse pour ne plus intervenir. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, je vous souhaite un bon week-end, une bonne fin de week-end, et j'espère vous retrouver, malgré ces problèmes nombreux, là, le mois prochain. À très bientôt. Au revoir.